Dans cet épisode, j'invite Nicolas Boucher de la startup Visier. Nicolas va nous expliquer comment il a doublé le MRR, c'est-à-dire le revenu récurrent mensuel de son entreprise en 5 mois. On va voir comment optimiser rapidement chaque étape du cycle de vente. De la prospection au rendez-vous à la signature du contrat, Nicolas nous donne plein de conseils applicables dès maintenant pour améliorer considérablement ses ventes. À la suite de cet épisode, je vous invite à noter 5 sur 5 les héros de la vente sur Apple Podcast, à faire un tour sur vive.fr, VYFE, pour aller voir nos outils de coaching de commerciaux, notamment si vous voulez augmenter les performances de closing de vos équipes. Passez un très bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Boucher. Nicolas, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Nicolas, comme tous les invités, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours et puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, écoute, avec plaisir Alexandre. Donc moi, je suis issu d'une formation négociation, donc un BTS NRC. J'ai 10 ans aujourd'hui d'expérience dans la vente, 5 en B2C. Donc je suis passé par une école de vente que de nombreuses personnes doivent connaître. Je suis passé par cas sur ma première expérience. Donc cas par cas, pour rappel, c'est en termes d'école de vente, c'est porte à porte le matin, rendez-vous l'après-midi et phoning si on n'a pas de rendez-vous. Donc une école très sérieuse. Ensuite, j'ai fait de la vente de produits pharmaceutiques et de la vente d'abonnements dans une salle de sport haut de gamme. Suite à ça, j'ai voulu faire un petit pivot. Le B2C, je connaissais bien. Je surperformais, en tout cas performais dans ce milieu-là. Et donc, j'ai eu une opportunité de rentrer dans le milieu du soft que je ne connaissais pas à l'époque, dans une boîte qui marchait correctement, qui s'appelait LTU. Et finalement, donc, je suis arrivé dans cette structure. Il y avait des process très basiques en place, call le matin, pareil, pour obtenir ces rendez-vous et puis rendez-vous derrière pour closer, mais sans vraiment de processus. J'ai un jour découvert le milieu du podcast. Donc, ce qui m'a fait rentrer dans ce milieu-là, la première personne qui m'a impacté, c'est Jean Roche-Brochard. Donc, je suis tombé sur ses premières vidéos YouTube. Donc, les vidéos, c'était la vente 0 to 1, c'était la vente grand compte, enfin, c'était tout ce type de vidéos qui, finalement, ça m'a passionné. Vrai gros coup de cœur. Et derrière, je me suis passionné de podcast. Je dis ça a de l'importance sur mon parcours parce que finalement, qui dit passion pour ces types de sujets, dit passion business, dit forcément enseignement. Et derrière, j'ai fait évoluer les process de ma structure. Donc, passer de quelque chose de très basique à quelque chose de très bon niveau. Donc, forcément, le chiffre d'affaires a été multiplié par, à cette époque-là, j'ai dû faire au moins du x5 sur les 2 années. Donc, en newbies, moi, j'étais que sur newbies. Et puis, finalement, j'ai eu une proposition par la suite dans la structure pour laquelle je travaille actuellement, qui est Visier, qui me donnait la possibilité d'étendre encore plus mon influence sur les process de la structure. Et donc aujourd'hui, je suis chez Visier. D'accord, alors tu nous as dit pas mal de choses. Ouais. Tu nous as parlé de Jean de la Roche-Brochard. Alors, il est passé sur le podcast l'année dernière. Ouais. Donc, j'invite les auditeurs à l'écouter. C'est vachement intéressant sur l'entrepreneuriat et la vente. Et c'est vrai que ces vidéos sur la vente, sur coup d'état, moi, c'est un peu comme toi, je les ai dévorées et ça m'a donné aussi ce goût d'en apprendre plus sur la vente. Ouais. Est-ce que tu peux me réexpliquer un tout petit peu le cas par cas? C'est quoi exactement? Par cas, c'est de la vente de ce qu'on appelle menuiserie, mais pour faire très simple, c'est de la vente de fenêtres. D'accord, ok. Ah oui, c'est comme la série Netflix où les Anglais vendent des fenêtres, c'est ça? Tu l'as Ouais, vu c'est cette série? exact. Non, mais j'en ai entendu parler, mais c'est effectivement un peu le cliché de ce type de vente. D'ailleurs, ça s'en rapproche, mais oui, j'en ai entendu parler de cette série. D'accord. Donc tu nous as dit en fait, tu as quand même une expérience de 10 ans, mais assez variée. Tu as fait du porte-à-porte, ce qui est à mon avis sans Ouais. doute quelque chose. Moi, j'en ai jamais fait dans la vente, mais j'imagine que c'est quelque chose de vraiment pas évident. Ouais. Du phoning, des ventes d'abonnements, alors plutôt dans le B2C, tu nous l'as dit. Aujourd'hui, tu es dans le logiciel
où là aussi, il y a beaucoup d'écoles de vente dans le logiciel. Donc, c'est intéressant parce que tu pourras nous donner un peu des retours d'expérience sur tous ces sujets. Mhm. Visir, aujourd'hui, ça fait quoi, juste pour information? Alors, Vizir, c'est un éditeur de chatbot, une plateforme no-code qui va Ouais, permettre à nos clients de créer en autonomie leur bot pour automatiser l'ensemble de leurs processus et tâches qui finalement sont récurrentes. Le but, c'est de permettre à nos clients de se dédier sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et de laisser les tâches finalement qui peuvent être traitées par un robot au robot. C'est ce qu'on propose chez nos clients aujourd'hui. d'accord. Et votre typologie de clients, c'est quoi pour bien Ouais. mettre le contexte de ce que tu vas nous expliquer après? Yes, donc nous aujourd'hui, on discute avec les DSI et les pôles innovation. Donc DSI, ça regroupe IT manager, innovation, ça regroupe transformation digitale. Donc c'est ce type de persona. Et aujourd'hui, nous, on discute en priorité avec les structures qui ont plus de 500 salariés. Tout simplement Ok. pourquoi? Parce qu'on automatise des tâches pour nos clients et forcément, plus ta structure est volumineuse, plus tu as de tâches, donc plus le niveau de retour sur investissement est élevé et immédiatement perceptible par les clients qu'on a en face de nous. Donc les Ok, deals sont très plus bien. faciles. Très bien. Et tu es aujourd'hui donc chez Vizir, ça a combien d'années? C'est quoi vous êtes combien dans l'équipe? Est-ce que Ouais. peux nous expliquer ça? Donc Vizir, c'est une structure qui a seulement 2 ans et demi, mais qui Ouais. bénéficie d'une grosse croissance. On était encore deux il y a 8, 9 mois. On est aujourd'hui 7. On Ok. est sur une structure qui a fait fois 2, fois 3 cette année en termes de chiffre d'affaires croissance. Donc Ok. on est sur des belles bases. Du coup, tu me tends la perche pour introduire le sujet du jour. Ouais. Donc, le sujet du jour, c'est toi qui l'as choisi. Donc, c'est comment doubler son MRR en 5 mois. Alors, pour ceux qui connaissent pas, le MRR, c'est en fait le revenu récurrent mensuel. Et donc, pourquoi tu as voulu aborder ce sujet? Alors j'ai voulu aborder ce sujet parce que je pense que c'est une vraie preuve de réussite d'être capable d'arriver dans une structure que tu connais pas du tout finalement et finalement de doubler le chiffre d'affaires en seulement 5 mois, voire un peu plus, hein. Quand je t'ai dit doubler, c'est pour que la tagline soit assez belle à exprimer, mais finalement, on est presque sur du quasiment fois 2,5. Ouais. De 2, enfin là, c'était 1 et 2, donc 3, c'est que moi, écoute, je bénéficie de retour d'expérience depuis maintenant 3, 4 ans sur du podcast. Ça a permis de faire la personne que je suis aujourd'hui en partie. Ça a permis de me vendre la manière dont je me vends aujourd'hui. Et je me dis que si je peux moi aussi rendre ça à certaines personnes, si je peux aider ton audience, et donc les sales comme moi, hein, c'est avec un grand plaisir. Ouais. Et là encore, hein, je suis passé un peu vite sur le revenu récurrent mensuel, mais en fait, c'est un peu la métrique importante quand tu vends du logiciel, puisque tu vends des licences au mois ou à l'année. Et ce que on regarde souvent, c'est au-delà du chiffre d'affaires, c'est qu'est-ce qui est renouvelé chaque mois ou chaque année. Et c'est pour ça Ouais, on parle aujourd'hui de revenus récurrents mensuels. J'explique juste ça pour les auditeurs qui connaissent pas trop le monde du logiciel, ouais. comme quoi c'est important. Finalement, dans une structure comme Vizir, qu'on dise MRR, ARR ou chiffre d'affaires, c'est pareil parce que nous, on fait pas de service, on fait que de l'abonnement SaaS récurrent. Donc, Ouais, j'aurais pu te dire on a doublé l'ARR ou j'aurais pu tout simplement te dire on a doublé le chiffre en, euh, ouais. en 5 mois. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est que tu nous fasses ton retour d'expérience, tu nous montres un peu les. Toi, tu es arrivé il y a 5 mois chez Vizir et justement, en fait, tu as mis des choses en place sur le process de vente pour doubler ce chiffre d'affaires. Et donc l'idée c'est que tu nous fasses un retour là-dessus et que tu nous dises voilà qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a peut-être pas marché Ouais. aussi. Et donc, si tu veux, ben, on va faire les choses de manière facile, on va prendre les choses de manière chronologique, Mhm, j'imagine. mhm. Donc, par quoi tu commences quand tu arrives dans une boîte comme Vizir et où toi, tu as tes 10 ans d'expérience derrière toi Mhm. et tu veux mettre des choses en place pour accélérer en fait les ventes. Par quoi je commence? Forcément, d'abord, je commence par 2, 3 semaines où je m'imprègne du produit, du persona. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, pour le persona, je passe du temps sur LinkedIn à regarder qui sont les DSI, à regarder les offres d'emploi DSI. Donc,
je cherche à comprendre vraiment avec qui je vais discuter et puis leurs enjeux. En gros, je fais 10, 15, 20 posts et je regarde quels sont les objectifs de ces personnes-là. Je regarde aussi pour le persona innovation et derrière, finalement, je me renseigne sur le produit et je me renseigne sur les technologies qu'on utilise, notre bénéfice chez finalement nos clients. Le but, c'est, si tu veux, par du contenu, un peu comme quand tu le fais avec du podcast sur du long terme, c'est d'acquérir du contenu le plus vite possible pour bénéficier d'une expertise sur mon sujet et ensuite avoir une certaine autorité en rendez-vous. C'est-à-dire que quand moi j'arrive chez un client, futur client, un lead, et que je vais parler du sujet bot, il faut que je dégage une certaine autorité. Et cette autorité, tu l'acquiers par le contenu duquel tu vas t'imprégner finalement au fil du temps. Le but, c'est, en fait, j'ai voulu, en arrivant chez Vizir, ne pas faire comme le font tous les commerciaux quand ils arrivent dans une boîte, c'est-à-dire se laisser guider et se dire, dans 6 mois, je serai opérationnel. Donc, mes premières ventes sont prévues dans 5-6 mois et puis je vais laisser le temps faire. Ça va se passer comme ça. Moi, je me suis dit que qu'est-ce que j'avais dans ma boîte précédente pour être compétent? Et finalement, j'ai mis en place ce que je viens de t'évoquer pour être tout de suite compétent. Donc, j'ai accéléré, moi, mon processus d'onboarding pour être capable de vendre le plus rapidement possible le premier deal. Et pour te donner une petite stat, les cycles de vente chez Vizir sont 3 mois et moi, j'ai signé mon premier deal au bout de 3 semaines, un tout petit peu moins de 3 semaines. Parce que j'ai travaillé en focus sur cet onboarding accéléré. D'accord. Et quand tu es arrivé, il n'y avait pas tellement d'onboarding chez Vizir ou c'était un onboarding léger Non, il n'y avait pas d'onboarding chez Vizir, effectivement. Alors, quand je dis d'onboarding, c'est d'onboarding procéisé. Hein. Ouais. Évidemment, j'ai été toujours en binôme avec l'un des fondateurs qui s'appelle Thomas, donc il a répondu à mes questions au fil de l'eau, mais pas d'onboarding procéisé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai bouffé du contenu. Qui dit bouffer du contenu? J'ai eu des questions. Tu sais, dans la vie, plus tu as de contenu, plus tu as d'infos, plus tu as d'interrogations. Et toutes ces questions, je l'ai posé à Thomas qui, lui, me donnait les réponses, donc du feedback rapide pour élever tout de suite mon niveau de compétence. Donc finalement, le premier conseil que tu peux donner, c'est en fait d'être expert pas seulement de son produit que l'on vend. Bon, c'est déjà quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas, que le commercial connaisse le produit sur le bout de ses doigts, mais aussi d'expert de son marché et en fait de faire de la veille sur son marché pour savoir vendre et être reconnu comme un expert sur son marché. Et effectivement, il faut connaître ton produit, il faut connaître ton marché et il faut connaître ton persona. C'est la base de base, ouais, effectivement. C'est ce que je recommande. Ok, donc tu as fait ce travail-là. Ensuite, quelle était l'étape suivante? Donc, je fais ce travail-là et je m'intègre dans un processus qui est en place assez classique de business, c'est-à-dire de la lead gen et un pipe très basique en 3 étapes reporté dans un CRM qui s'appelle HubSpot. Et puis, je suivais ce processus. Donc, première chose, j'ai d'abord regardé d'où venaient les leads. Comment nous, on acquiert du lead qualifié chez Vizir. Donc, nous, il y a, quand j'arrive, une seule manière de faire, voire deux, c'est lead gen automatisé via du mail. Donc, nous, on utilise l'Emlist et on paye un prestataire qui s'appelle Black Sales, qui fait exactement la même chose, mais on va dire en plus industriel. Donc, comment ça fonctionne? La lead gen chez Vizir, c'est nous, moi et Thomas, qui essayons finalement des personas et des stratégies de contenu, de type de séquence pour aller acquérir du rendez-vous. Et dès que le persona est validé, que l'usage est validé et que le copywriting est validé, on donne ça à Black Sales qui, lui, nous industrialise le shoot finalement. D'accord. Donc, vous faites avec l'Emlist, j'imagine, des séquences de messages sur mail, sur LinkedIn un peu peut-être? On fait croiser. Donc, effectivement, une séquence va faire du mail, va faire du LinkedIn. Donc, un mail, deuxième mail, troisième mail, je vais aller checker la page de mon prospect. Quatrième étape, remail. Cinquième étape, petit message LinkedIn. Donc, on fait effectivement du cross-canal parce qu'on s'est rendu compte qu'en termes de conversion, c'est-à-dire de nombre de shoots convertis en rendez-vous, on était beaucoup plus efficace de cette manière-là parce que le lead, l'audience que nous,
qu'on prospecte n'est pas encore préparé à ça. Donc, ça donne l'impression que ton process est finalement pas automatisé et donc ça donne envie de prendre le rendez-vous à la personne en face. Mais Ouais, évidemment, dans quelques mois, quelques années, tout le monde saura que ça fonctionne comme ça et il faudra trouver d'autres processus qui montrent que ce que tu fais aujourd'hui, ta prise de contact n'est pas automatisée pour avoir les mêmes niveaux de conversion. Tu sais, c'est toujours, évidemment, le marché, les gens en face de toi s'habituent et sont éduqués aussi à la manière dont tu les contactes, quoi. Oui, d'ailleurs, on parle beaucoup de cross-canal aujourd'hui dans la vente. Mhm. Alors, on fait encore beaucoup de choses de manière manuelle, c'est-à-dire que on va dire le cross-canal ultime, c'est d'alterner des séquences mail, LinkedIn, téléphone, texto, pourquoi pas courrier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, toutes les boîtes d'outils de lead génération Mhm. essayent de travailler sur ça. Mhm. Et sans doute qu'on verra apparaître des outils demain, d'ailleurs ça commence, hein, où tu vas pouvoir gérer en plus des mails et des messages LinkedIn, des appels téléphoniques, des textos et encore d'autres choses, quoi. Ouais. Ça me fait une petite transition parce que je te continue sur cette lead gen pour te donner le niveau de Ouais, ce qu'on a mis en place. Et on a été capable de mettre ça en place parce que j'ai quand même une équipe chez Vizir qui est hyper dynamique et hyper haut niveau. Donc, deuxième chose, donc il y a cette lead gen automatisée. Ensuite, on va faire remonter dans une interface, c'est une API, tous les leads qui n'ont pas répondu mais qu'on considère engagés, activés. Ça veut dire qu'on a défini un pattern. Le pattern, c'est t'ouvres mes mails 3, 4 fois, t'ouvres ma série de mails, t'ouvres les mails 1, 2, 3, 4, tu cliques plus de 5 fois dessus. À partir de là, que ça soit dans l'Emlist, que ça soit chez Black Sales, on va remonter le lead dans une API, donc faite maison, faite par un de mes collègues qui s'appelle Benoît, et moi, je vais effectivement récupérer ce contact et l'appeler. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on va appeler du warm call, on va appeler ça comme ça. La personne, quand tu lui dis, c'est Vizir, il dit, ah oui. Et il y a deux raisons. Ou il n'a pas pris le rendez-vous parce que il s'est dit, je vais le prendre juste après, et puis j'ai oublié. Ça, c'est la première raison. Ou deuxième raison, il a fait passer et finalement, c'était pas son sujet, il a fait passer à quelqu'un et il te dit, j'ai fait passer, je laisse la personne revenir vers toi s'il y a de l'intérêt. Ça a deux d'accord. intérêts, ouais. C'est qu'au niveau de la conversion, c'est extrêmement bon. Et au niveau du mindset, c'est-à-dire de la positivité de ta session de call, c'est hyper agréable parce que les gens que tu appelles, finalement, s'ils ne prennent pas le rendez-vous, ils sont quand même plutôt sympas. Alors que du call à froid, faut dire la vérité, c'est OK, si tu as 4 personnes au bout du fil, tu prends un rendez-vous, mais les 3 autres t'ont jeté un peu salement. Là, cette technique-là, cette process-là, permet de rendre le processus de call agréable. Ouais, très intéressant. En fait, c'est une sorte, moi j'appelle ça les appels à tiède, on va dire. Ouais, si, ouais, C'est-à-dire que les gens ne te connaissent pas encore, mais ils t'ont quand même, ils ont eu quelques mails où ils ont cliqué dessus et du coup, ta société enfin voilà, ça peut leur donner des idées et leur évoquer des choses quand tu les appelles. Du coup, ça enlève cette partie, tu sais, les 10 premières secondes où tu dois briser la glace et trouver quelque chose d'un peu différent que les autres Ouais, ou avoir un ton un peu différent que les autres. Ça enlève cette partie-là et tu arrives, toi, déjà plus libéré. Et qui dit plus oui, libéré, plus performant. C'est un peu comme dans un podcast. Si je suis très crispé, je pense que ma performance sera moins bonne que si je suis libéré. C'est exactement pareil. ouais, très intéressant. Alors, il y a un épisode là que j'ai publié avant toi qui sera sur l'appel à froid, justement. Alors, on Ok. voit effectivement que pour avoir des résultats, sur les appels à froid, il faut faire de la quantité. Et ça marche, hein. Une fois que tu fais de la quantité, tu vas avoir des rendez-vous. Là, c'est vrai que du coup, avec la technique d'API qui remonte les gens qui cliquent dans les mails, j'imagine, tu peux avoir beaucoup plus de conversion de rendez-vous, en fait. Eh ben, finalement, non, étonnamment. Ça va être des très D'accord, bons niveaux de conversion, mais c'est pas mieux que le cold call chez nous. Quand je dis des très bons d'accord. niveaux de conversion, c'est quasiment nous mesuré, hein, parce qu'on mesure tout chez Vizir, on est quasiment à 15-20% de conversion. Quand moi j'ai une personne au bout du fil, que ça soit warm ou cold, je suis à Ouais, 20% de rendez-vous. d'accord. Donc non, simplement, effectivement, une session de warm est beaucoup plus agréable que du cold call. Pourquoi? Parce que le cold call chez Vizir, ça fait une autre transition, je t'explique nous comment on fait. Tu vas voir, c'est pas Ouais, mal aussi. Je donne moi à Benoît, celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est notre CTO, je lui donne une base de données
prospect, mais vraiment mon persona, je lui donne en spreadsheet, lui va aller via un petit robot chercher mes leads sur LinkedIn via Lusha et me les remonter dans une tâche dans mon CRM, qui est HubSpot. HubSpot, il y a un truc qui est monstrueux, c'est qu'ils ont l'appel VoIP. Donc là, quand je t'explique le process, il va te paraître pas mal, mais pas monstrueux. Mais je te le refais, on va me chercher les leads, on me les remonte automatiquement dans mon HubSpot avec le numéro qui a été scrappé avec Lusha. Et moi, derrière, vu que j'ai le VoIP, j'arrive le matin. Tous les matins, j'ai une session de call call et warm call d'1h30. Je clique sur ma tâche et je clique sur appeler depuis mon CRM. Ça veut dire qu'en termes de gain en temps et de simplicité, et ce mot n'existe pas, mais d'agréabilité, c'est assez monstrueux. Ça veut dire que je passe mes 20 à 30 calls tous les matins en 1 heure, et sur ces 20 à 30 calls, je dégage toujours 1 ou 2 rendez-vous, et des rappels intéressants, etc. Et finalement, là où c'est pour ça que je t'ai repris un peu, pour aider ton audience, et puis toi aussi, hein, finalement, le warm et le cold, c'est exactement pareil. Si le cold est préparé et qu'en face, tu as ton persona, parce que le warm, t'as pas répondu aussi pour une raison. C'est-à-dire qu'il y a des fois où la personne te dit « Ah oui, j'ai oublié, j'allais vous dire oui ». Et puis il y a des fois, il l'a pas pris parce que c'était opportun et qu'il y avait une raison qu'il prenne pas ton call. D'accord, donc en fait, c'est pas tellement sur le taux de conversion, c'est plus sur, Ouais. je sais pas si on peut dire ça en français, l'agréabilité, Yes. du call pour le commercial. Mais ce qui est bien aussi parce qu'effectivement tu peux, Ouais. enfin à un moment donné de faire que des call toute la journée, tu peux aussi t'essouffler, quoi. Ouais, et je pense que faut pas faire ça toute la journée, à part si toi c'est ton job, hein, si on t'a spécialisé là-dessus, mais parce qu'au bout d'un moment, au bout d'1 heure ou 2, au-delà des 2 heures, en fait, tu commences à avoir le ton du prospecteur. Moi, j'ai fait, je t'en ai pas parlé, mais j'ai fait, pendant mes études, pour financer mes études, beaucoup de téléprospection. Donc pour les pompes à chaleur, pour les menuiseries, donc j'en ai fait beaucoup, beaucoup, et finalement, ce qui fait la différence entre l'un et l'autre, le discours est toujours le même. Donc il y a pas de différence là-dessus. Tu dis toujours, «Vous êtes bien monsieur untel, vous faites bien ça, c'est bien vos sujets, viens, on croise nos agendas parce qu'on fait ça chez untel qui est comme toi et puis on l'aide aussi, donc parlons-en». Le discours, il est le même pour tout le monde. Par contre, il y en a, parce qu'ils sont pas très confiants, vont arriver dans le call call en mode, ils vont rentrer super agressifs, super speed, comme s'ils dérangeaient avec le ton de la personne qui dérange, et donc super rapidement, vous êtes bien monsieur untel, et puis finalement, tout de suite, en général, quand tu fais ça, le lead en face te bloque, te dit non, 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 ça m'intéresse pas. Donc, ce que je veux dire, je reviens 3-4 steps en arrière, c'est que quand tu fais du call call, tu peux pas faire beaucoup plus que 2 heures parce qu'au bout d'un moment, automatiquement, tu vas avoir ce ton du téléprospecteur. Et qui dit ton du téléprospecteur, dit plutôt, tu vas diviser tes conversions par au moins 4 ou 5. Donc finalement, tes 2 heures seront beaucoup moins rentables que tes 4-5 heures derrière. Ça, c'est constaté. Donc, je conseille de ne pas faire plus qu'1 heure et demie, 2 heures. OK, très bien. Bah, écoute, merci aussi pour ces tips et juste là aussi pour revenir, pour bien comprendre, Black Sails, en fait, font la même Ouais. chose que toi sur l'Emlist, mais en fait, tu as un peu, délégué, une partie de c'est ça, des envois, du séquençage et cetera? Oui, quand nous, on a shooté un persona, que ça répond. Alors, quand tu shootes un persona, tu shootes un persona, mais tu as une manière de shooter en termes de copywriting. Premier mail, tu Oui. le présentes. Deuxième mail, c'est référence. Troisième mail, c'est t'anticipes ce qui, tu contre-argumentes, etc. Donc, tu trouves ta structure, tu la testes. Si elle marche pas, tu la donnes pas à Black Sales, parce que Black Sales, ils vont automatiser en masse. Dès que tu as D'accord. trouvé la structure qui fonctionne, donc tu regardes toutes les 3 semaines, tu regardes les mails qui n'ont pas fonctionné, qui ont fonctionné, tu changes un peu, tu trouves ta structure, et là, tu le donnes à Black Sales. Parce que eux, si tu veux, s'ils ont une vraie expertise là-dessus, ils shootent de plusieurs boîtes mail différentes, ils ont une base de données plus large que Navigator, et ils savent jouer avec la délivrabilité. Donc, on le donne à Black Sales. Et allez, je leur fais un peu de pub en espérant que ça nous amène de la réduction Ouais, sur les mois prochains. C'est des niveaux de ROI qui sont à plus de x3 aujourd'hui. Quand on met un d'accord, euro chez eux, ils nous en rendent 3 minimum. donc tu testes le personnage, juste pour info, quand tu testes un personnage, c'est-à-dire tu testes par exemple, je sais pas, j'imagine un secteur, une verticale, disons, allez, Ouais. je dis n'importe Immobilier. quoi, mais Mm, mm. les grands groupes dans l'industrie pharmaceutique, tu envoies à peu près combien de mails en test? Alors en test, on essaye de faire, on pense qu'en base de ref, c'est bien 400. Ok,
400 vues, 400. Les cycles, c'est entre, ça on le teste, mais c'est entre 3 mails et 8 mails. Ça peut aller jusqu'à 8 mails. Et en termes de rythme, ça peut être tous les 3 à 5 jours. Et comme je te l'ai dit au début, c'est du cross-canal, hein. Donc, ouais, donc on teste et on regarde en fait le niveau de conversion pure en rendez-vous. Parce que tu te rends compte que des fois, en fait, il faut savoir analyser les bonnes datas. Et des fois, tu regardes le niveau de retour, mais le niveau de retour est pas toujours. Tu peux avoir 20% de retour et 15% qui sont pas du tout intéressants. Enfin, ça, c'est basique ce que je dis, mais c'est super ouais, intéressant de regarder ça. Et nous, on veut aujourd'hui, on valide un persona quand en rendez-vous, on est au-delà du 2%. Et 2%, c'est pas mal, hein. Parce en vérité, tu vois, quand quelqu'un va te parler de niveau de conversion sur du shoot automatisé, il va regarder par étapes. Il va te dire, moi, je suis à 25% quand la personne a ouvert. Enfin, c'est ce que son outil d'automatisation va lui dire. Mais la vérité, c'est que ta conversion, elle est bien, bien en dessous parce que tu as shooté 1000 personnes et sur tes 1000, tu as eu peut-être, je sais pas, on va dire 10 rendez-vous. C'est ça ton vrai niveau de conversion. C'est pas le nombre de personnes qui a ouvert ou le ouais, nombre de bien personnes qui a cliqué. Et souvent, les gens se trompent là-dessus. Et c'est pour ça que quand on va te parler de niveau de conversion dans les podcasts, etc., ça veut rien dire parce que chacun a son produit, ses process, etc. Et puis, parler de niveau de conversion, un funnel, c'est long. Un funnel de vente, c'est long. Et tu peux poser la conversion à n'importe quel endroit. Donc, quand quelqu'un te dit, moi, je suis à 30% de conversion, mais tu es à 30% au niveau des opportunités ou du moment où ton lead rentre. Et finalement, personne n'a la même manière de calculer ça. Donc, faut faire une base très simple, regarder son niveau de conversion et itérer toi à partir de la base que tu as pour améliorer le tien. Mais ne regarde pas ce que fait les autres parce que ça veut rien dire, le produit n'est pas le même, les process ne sont pas le même. Et puis la data qu'il va te donner n'est pas la même. Ou s'il te dit conversion, donne-moi exactement à quel endroit de la conversion tu me parles précisément. Et là, on pourra tous comparer, mais sinon, ça veut rien dire. Ok, ok. Et donc, dernière info là pour finir sur le sujet Black Sales. Donc, toi, tu Ouais. testes 400 mails et eux vont l'industrialiser. C'est que sur une cible, sur un persona, ils peuvent envoyer. C'est quoi? C'est en termes de. C'est quelques milliers de mails, c'est Ah ça? oui, oui. Bah écoute, plus tu Ouais. payes, plus as du Ok, shoot. d'accord. Donc c'est toi qui choisis ce que tu payes pour avoir ta volumétrie, la volumétrie souhaitée. D'accord. Donc voilà, tout simplement. Ok, très bien. Bon, bah, on a déjà, on va dire, un process sur la génération de leads et de rendez-vous. Ouais, Donc, tu nous l'as dit, cross-canal, avec de l'automatisation, avec un prestataire comme Black Sales, des appels grâce à tes développeurs qui t'ont mis en place une API pour remonter un peu les gens qui sont tièdes et que tu peux appeler. ouais, Donc ça, c'est plutôt pour la génération de leads. ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Alors, toute la suite du pipe, je l'ai mis en place avec mon collègue Thomas. Donc, le lead sort, qui sort du mail ou qui sort du call, c'est pareil. Je vais lui envoyer 2 jours avant un mail dans lequel il va avoir une petite vidéo qui va lui expliquer la structuration du rendez-vous qui arrive. Donc, l'objectif, découverte des besoins, présentation rapide Vizir et puis next step. Et un bot dans ce même mail qui va préqualifier le besoin de mon lead. En gros, est-ce qu'aujourd'hui tu connais le sujet bot? Est-ce que tu as des process qui sont hyper manuels? Est-ce que tu perds du temps? Quel outil tu utilises, etc. Le but, c'est pouvoir, moi, sur la découverte des besoins, d'aller plus loin que ce que j'aurais fait sans ça. Parce qu'aujourd'hui, les bonnes structures de soft vont tous faire la même chose. On prend le rendez-vous, on va faire sa découverte des besoins. Donc aujourd'hui, moi, un lead, il va me rencontrer moi, il va rencontrer un autre et il va rencontrer un autre. Qui va faire la différence, si tu veux, c'est moi la manière dont je vais pouvoir personnaliser l'approche. Et si moi, Ouais, j'arrive directement dans le rendez-vous, moi, j'utilise en rendez-vous, en découverte des besoins, ce qu'on appelle le value selling, que j'ai croisé avec un peu de spin selling. Enfin, c'est exactement la même chose finalement. Et si tu veux, les datas qui m'ont été récupérées depuis ce bot, je vais déjà les mettre dans mon value selling. Ça veut dire que ce que moi, je vais faire en 20 minutes, bah, l'autre structure qui n'aura pas fait ça ne va pas pouvoir le faire. Donc moi, je vais aller beaucoup plus loin dans le process du client. Je vais pouvoir beaucoup plus personnaliser l'approche que la structure qui n'a pas fait ça. Donc en gros, ça me permet déjà d'avoir un niveau de qualité supérieur. Tu vois, aujourd'hui, quand tu vas acheter des chaussures ou n'importe quoi, que le vendeur t'apporte le bon produit ou non, finalement,
Ce qui va être important, c'est que la personne te questionne pour te montrer qu'il s'intéresse vraiment à toi. Et derrière, finalement, ce qui va t'apporter, si il t'a questionné pendant 20-30 minutes ou 10 minutes, bah pour toi, c'est sûr que c'est cohérent. Même si ça l'est pas, parce que tu te dis, il a pris le temps de me poser 20 minutes de questions. Donc, ce qui m'amène là, c'est pas pour rien et c'est que ça doit être pour moi. Et même si moi, j'avais pas pensé à ça, et si j'aime pas ces chaussures, finalement, s'il me les amène, c'est qu'il y a une raison. Et finalement, elles devraient peut-être me plaire, tu vois. Et donc, ce process-là, je reviens un tout petit peu en arrière, Ouais. me permet d'être beaucoup plus quali. Donc, il y a deux choses. Plus quali sur la découverte des besoins, et quelque chose qui est top du top, c'est qu'on a fait passer le taux de no-show chez Vizir, no-show, quand un lead ne se présente pas au rendez-vous, de 30% à moins de 1% grâce à ça. Parce que tu fais rentrer ton lead dans une expérience de vente et que tu l'engages tout de suite. Et finalement, le fait de lui avoir donné cette petite vidéo et ce petit bot, et qu'il y ait répondu, et ben il vient au rendez-vous par la suite. Donc 30% à 1%, stats évoluées en moins de 5 mois. Donc, avant ton premier rendez-vous, tu envoies une petite vidéo et un petit bot Ouais. pour préparer le rendez-vous. Et ensuite, tu fais une découverte des besoins d'une vingtaine de minutes où tu leur poses des questions sur leur activité. Yes. En fait, la petite vidéo, elle est faite avec Loom. Donc, j'explique la structure Ok. du rendez-vous. Le bot, il est interfacé avec mon HubSpot. Donc, automatiquement, quand le lead répond, ça me crée une tâche dans mon CRM et je récupère les datas. Qu'est-ce qui se passe? Une journée avant le rendez-vous, j'ai les datas, j'ai mon value selling. Je crée une copie du value selling pour le lead que je vais rencontrer, de ma trame, et je mets les datas dedans avec tout, c'est qui je rencontre, etc. Donc, ensuite, je fais ce rendez-vous 1. Ce rendez-vous 1, il est très simple. Et j'ai remarqué que c'est ça qui fonctionnait. Je passe beaucoup de temps sur la découverte des besoins. Je la creuse un maximum. Le but, c'est de comprendre les enjeux de la personne en face. Quand je dis les enjeux, c'est pas de rester au niveau tout en haut et de me dire, ouais, moi, je veux simplifier les choses, gagner de l'argent, etc. C'est, OK, aujourd'hui, tu veux élever ça, mais quels sont tes process? Et viens, on creuse sur tes process et on quantifie un peu ton problème ou ton besoin pour être capable de définir si vraiment Vizir va t'aider et si finalement te montrer que si tu n'as pas Vizir, demain tu perds 4 heures par jour. Et moi, je ne cherche pas à faire de la survente, je cherche juste à détecter ça. Et si je le détecte ça et que je le montre à mon client, futur client, je commence déjà à l'engager sur le fait que c'est plus un lead, c'est un futur client. Écoute, j'ai tout gagné. Bon, tu as parlé de perdre 4 heures par jour. Donc là, tu joues sur. Là aussi, on a fait un épisode avec Marc Richard. D'ailleurs, c'était lui qui m'a préconisé de t'interviewer sur comment accélérer ton cycle de vente en jouant justement sur la partie perte si on ne travaille pas ensemble. Donc toi, c'est un peu ton argument, c'est-à-dire au lieu de dire notre solution va vous faire gagner du temps, c'est plus si tu ne travailles pas avec Vizir, tu vas perdre autant d'heures dans ta semaine. Ouais. Et le but, c'est de le quantifier pour moi et le quantifier pour la personne en face. Parce que, en général, la personne ne le sait pas. Si nous, comme je t'ai évoqué au début, Vizir, on va automatiser des processus et on va automatiser des tâches, des réponses à des questions. Sur les processus, tu vois, aujourd'hui, nous, on automatise par exemple la création de tickets. Donc, Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant Vizir, tu as un problème sur SAP ou sur un reset mot de passe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à appeler le support de ton organisation ou de trouver les coordonnées mail. Tu vas envoyer un mail, quelqu'un au support va récupérer le mail, va finalement regarder s'il peut répondre tout de suite. S'il ne peut pas répondre tout de suite, il va aller dans l'outil ITSM, il va créer un ticket qui va être envoyé encore à une autre personne, etc. Ça, aujourd'hui, si tu le fais 10 fois par jour, tu fais 10 fois 10 minutes par jour. Donc, mais sauf que si tu le verbalises pas, tu sais, c'est un peu comme une psychanalyse. Des fois, c'est en verbalisant que tu t'en rends compte. Donc, si aujourd'hui, je te montre ça et que je te dis, tes équipes le font 100 fois par jour, donc 100 fois 10 minutes par jour. Moi, avec Vizir, tu le fais plus jamais. Ça te fait combien de minutes gagnées? Bon, ça te fait des jours et des jours. À partir de là, si à la fin, on me dit, Nico, tu sais, je suis pas sûr, ou ouais, le niveau de renta, il n'est pas évident pour moi. Enfin, on pourra plus me donner ces arguments. Et si je dis je suis pas sûr, mais comment tu peux pas être sûr? Je t'ai montré par A plus B que tu vas gagner 10 heures par jour pour ton équipe. Tu peux pas me dire que tu n'es pas sûr. Enfin, en tout cas, ces arguments qu'arriveront pas. Et moi, ce que je veux, c'est préparer cette phase de contre-argumentation à la fin et montrer, faire verbaliser que finalement, aujourd'hui, tu as un problème et que moi, je peux réellement être
super bénéfice pour toi, et c'est réellement le cas. Moi, je veux vraiment que le lead le comprenne réellement. D'accord. Donc, on a compris, tu as retravaillé en fait le process de découverte des besoins. Donc là, on va pas forcément rentrer dans le détail parce qu'il y a encore plusieurs choses dont tu veux nous parler. Mhm. Une fois que tu as fait ce premier rendez-vous, qu'est-ce que tu fais ensuite? Donc, effectivement, donc on sort du rendez-vous, on pose une next step. Donc, tout de suite, la next step, c'est finalement sous 3 à 5 jours une présentation du produit. Là, qu'est-ce qui va se passer? Dans mon pipe, tu vas passer de l'étape 1, qui est lead, à création du besoin. Moi, je l'appelle création du besoin parce que dans cette étape, il peut y avoir la présentation produit, il peut y avoir une démo très personnalisée, un bot, il peut y avoir d'autres rendez-vous, il peut y avoir d'autres calls. Donc, toute cette étape, elle me sert, moi, à faire passer mon lead en opportunité. Donc, ça peut être tout de suite, tu vas avoir des leads dès le premier rendez-vous, il va te dire, bah, moi, j'ai un use case, il est clair, je suis le bon interlocuteur et je veux signer dans 2 mois. Tu es en concurrence, bah ça, tu vas pas passer par cette étape-là. Tu vas faire 2 et 3. Donc moi, je reviens sur cette étape. C'est l'étape 2. Et donc là, il va falloir créer le besoin s'il n'est pas créé officiellement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après le rendez-vous, déjà, je vais envoyer un CR, un mini CR très rapide, vos enjeux et comment on pourrait vous aider. Et je vais mettre dedans un autre bot, aussi interfacé avec mon CRM, pour récupérer du feedback sur le rendez-vous. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que la prestation était bonne, etc. Toutes ces réponses vont arriver, moi, dans un spreadsheet au milieu de mon organisation. Ça veut dire que, en fait, inconsciemment, ça t'oblige à avoir un niveau de performance top du top parce que tout le monde va avoir tes retours. Donc, tout le monde va avoir dans ma boîte accès à mes retours. Et en plus de ça, ça continue à valoriser l'expérience de vente Visia. Ensuite, le lead donc passe dans cette deuxième étape. Automatiquement, on a un workflow mailing qui va partir. Donc, une séquence via Mailjet de 8 mails qui vont lui expliquer pourquoi Visir pourrait l'aider. Donc, automatiquement, tous les 3 jours, il y a un mail qui part et qui lui explique qui on est, quelle techno on utilise, pourquoi c'est plus fort que les autres, quel usage, etc. etc. Le but, c'est de le nurturer à ce moment-là au maximum et de finalement lui rendre psychologiquement Visir hyper disponible. Si tous les jours il reçoit, tous les 3 jours il reçoit un mail de Visir, automatiquement il va penser beaucoup plus à Visir. Donc il va faire avancer le processus un peu plus vite. Et cette séquence de contenu est adaptée à ce moment de vie dans le pipe. C'est-à-dire que quand il va bouger d'une étape à l'autre, la séquence va s'arrêter et il y a une nouvelle séquence plus adaptée à ce moment-là du pipe qui va démarrer. D'accord, donc là tu dis, une fois que tu le passes de lead à opportunité, tu déclenches en fait avec Mailjet une séquence de 8 mails, c'est ça? 8 mails, effectivement. Alors, premier, bienvenue, deuxième, produit, les technos, les usages. Donc, 8 mails qui vont lui rappeler pourquoi il a fait le bon choix de discuter avec nous et comment on va l'aider. Ok, très intéressant. Donc, je suis donc le rendez-vous produit se fait. Il peut y avoir un autre rendez-vous derrière. Et finalement, on n'est pas loin de l'opportunité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, Visir, on va lui envoyer une landing page. Donc là, je vais reprendre. Il sort de ce rendez-vous, il est intéressé, mais il doit en parler à ses collègues. Là, nous, pour faire accélérer les choses, qu'est-ce qu'on a fait? On crée une landing avec WordPress dans laquelle tu vas avoir, je te l'enverrai si tu veux, tu vas avoir les enjeux, donc les 3 enjeux que j'ai détectés dans le value selling, 3 ou 2 si on a 2. Donc landing, comme tu connais landing, les références, juste en dessous, la solution Visir et les next steps. Donc tout ça hyper bien designé avec une petite vidéo, etc. Et la dernière chose, c'est qu'on a mis sur cette page-là, sur cette landing, un petit live chat qui va permettre, si tu veux, au lead, quand il a la moindre question, de la poser via la chat et d'avoir la réponse. Parce que le but, c'est quoi? L'enjeu, c'est quoi? C'est que lui, il va partir avec cette landing, il doit convertir ses collègues pour le deal, donc il va donner l'URL à tous ses collègues et tous ses collègues, ils vont avoir des questions. Mais jusque-là, qu'est-ce qui se passait? C'est que tu as un collègue qui est intéressé, qui dit, bon, c'est quoi les prix, c'est quoi les intégrations, c'est quoi ceci, c'est quoi cela? Il va poser la question à moi, mon interlocuteur, qui va me la poser à moi, donc ça fait déjà 2 steps pour avoir la réponse. Moi, je vais lui remonter sa réponse par mail, qui va remonter au collègue. Donc si tu veux,
ça fait en général, quand tu as une question, tu veux la réponse tout de suite. Donc, pour faire très simple, ce petit live chat sur cette landing nous augmente le niveau de conversion et donne la réponse tout de suite aux collaborateurs de la personne qu'on a en face de nous. Et du coup, tu fais une landing page sur WordPress personnalisée à chaque opportunité, c'est ça? Oui, alors il y a un pattern, hein. Si tu veux, Oui, je tu as un change les pattern. logos, je change les textes, et puis ça me prend 5 minutes, hein. Je reprends tout ce Ok. qui est déjà dans mon value selling. Je reprends juste ça, je l'intègre et je le restructure un peu dans ma landing, et puis je la mets à jour, je la publie et je l'envoie tout de suite à mon lead. Ok, ouais, c'est quand même intéressant parce que tu arrives à un degré de personnalisation quand même si tu reprends un pattern et que tu changes des logos, etc., qui est top. Et souvent, les commerciaux envoient plutôt des présentations, des PDF. Là, tu es Ouais, sur une landing page avec le bot, j'imagine c'est votre bot, où en fait tu testes déjà le exactement, produit. exactement. Euh, ouais, très intéressant. Et j'avais accueilli Sylvain Tillion, on avait parlé justement de son ancienne structure Tilki, qui Mhm. développait des présentations où tu pouvais, interactives, où on pouvait savoir où les gens avaient noté, Ouais. avaient regardé le slide. Mhm. Toi, tu es aussi dans cette interactivité-là où finalement les gens peuvent poser des questions sur Ouais, la landing ou la proposition, quoi. directement, ouais. On a voulu élever encore un peu plus l'expérience. Si tu veux, ça a toujours deux objectifs, hein. Plus de conversion et plus d'expérience. L'expérience, c'est toujours compliqué de le mesurer en niveau de retour sur investissement, mais en fait, Ouais. l'expérience, automatiquement, améliore tes conversions. Donc, tout est un peu lié, quoi. Ouais, très intéressant. Donc là, ils ont la landing, ils ont du contenu mail qui leur arrive, tu leur as fait la démo, tu leur as fait un rendez-vous découverte. Donc à un moment donné, tu arrives, j'imagine, à la phase de closing. Yes, en gros, là, tu arrives au go ou no go, hein, c'est assez simple. Et dans cette Ouais, landing, tu as le rappel en bas, en dernière partie de la landing, des étapes. Et c'est intéressant parce que c'est important, parce que ça va rappeler au lead que là, il va falloir avoir un go ou no go. Donc, on rappelle la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, s'il y a démo pure du bot, oui. Et dernière étape, c'est le go ou no go. Et on le marque bien dans cette landing. Comme ça, le next step qui a été posé, il sert à ça. Parce que sinon, tu es vite embarqué à te faire des next steps et des next steps et des next steps. Et au final, tu parles même plus de closing et tu mets plus le sujet sur la table, quoi. Donc, ouais, tu as le go ou no go. Donc, le rendez-vous suivant, c'est oui ou non. Et il faut bien que soit ça, tu le verbalises, hein, pour pas perdre du temps. Le but, c'est pas de faire rentrer quelqu'un dans ton pipe et de le laisser ad vitam aeternam en espérant qu'à un moment il convertisse. C'est de faire rentrer des gens et tout de suite savoir si ça va convertir. Si ça va pas convertir, perds pas de temps, faut pas perdre de temps avec ça, faut le sortir tout de suite et le savoir le plus vite possible. Donc, next step, s'il y a opportunité, donc la personne me dit opportunité, elle va rentrer dans une dernière étape de mon pipe, où là, tu peux que y rentrer si tu as certains critères. Les critères, c'est quoi? Usage clair, signable sous 2 mois, bon interlocuteur, en concurrence ou pas, etc. Mais ça, c'est les 3 de base. Si tu rentres là-dedans, moi, automatiquement, le rendez-vous suivant, il va me servir à t'engager sur les délais. Ça, c'est super important. Et ça, je l'ai pris chez toi. Donc, compelling events, là, en ouais. gros, tu me dis, tu verbalises quand tu veux ton bot. Donc, à partir du moment où tu me dis quand tu veux ton bot, moi, je vais être capable de te dire quand tu dois signer. Si tu signes pas à ce moment-là, tu es en retard. Et je vais, comme la personne qui avait intervenu chez toi l'avait dit, je vais être légitime pour relancer au bon moment. Ouais. Alors le compelling event, effectivement, on en avait parlé avec Jérôme Guidou. L'idée, c'est de dire, d'avoir un agenda commun, et une timeline où tu es d'accord sur les étapes de ton cycle de vente et les étapes de ton prospect surtout. Mhm. Mais c'est vrai que du coup, à matérialiser, c'est pas si évident que ça. Alors, tu peux envoyer par exemple un Non, fichier Excel partagé où tu mets les étapes. Mais toi, en fait, le fait d'avoir cette landing qui, j'imagine, est un peu design, ouais, je avec t'envoie. un bot, etc., si tu mets ce compelling event à la fin, enfin, voilà, en fait, tu le formalises d'une manière assez professionnelle, quoi. Oui, 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 effectivement. Et le compelling events où on engage le lead sur l'agenda, c'est simplement, moi je le fais avec un spreadsheet, hein. Date de Ouais, lancement, en gros, la date critique à laquelle il faut que le bot soit live, ok, et à partir de là, moi je sais comment fonctionnent nos processus, quels sont les délais pour sortir le bot, et je vais donner
les bons timings et je fais valider en face que c'est faisable. Ok, très Là, bien. Donc tu utilises ça. Ouais, ouais, t'as encore des ouais, étapes, ouais. non, pas vraiment, mais à ce moment-là aussi, j'ai une séquence de contenu qui va partir automatiquement. Ouais, Au moment où la personne rentre dans l'opportunité, où ça n'a pas encore closé. J'ai une étape qui va partir avec Mailjet de 6 contenus qui vont lui donner de la visibilité et lui expliquer comment va se passer son projet. Parce que tu sais, quand tu n'es pas loin de dire oui, tu as encore quelques questions. Souvent, tout est hyper inconscient, tu sais, tu verbalises pas tout. Et le fait qu'on ouais. te donne, et même toi, tu sais pas que tu as ces questions en fait, mais quand on va te donner toutes ces infos, toi, ça va te permettre enfin, moi, ça va me permettre de convertir un peu mieux, ça va donner un peu plus de visibilité au lead en face, et donc, donner plus de rapidité à la signature. Très intéressant. Donc tu as encore un nurturing qui se fait dans cette étape-là, qui est l'étape du Ouais, closing. j'ai un Euh, nurturing ici, ouais. J'ai un nurturing. Et ce nurturing, en fait, il découle de quoi? Et là, tu vas te dire, c'est pas mal. Enfin, tu vas me dire, est-ce que c'est smart ou pas? Mais je pense que oui. En fait, je t'ai parlé, on revient en arrière, je te fais un petit retour vers le futur. Je t'ai parlé en sortie du rendez-vous 1 d'un bot qui allait me récupérer du feedback sur la qualité de la prestation, mais aussi sur les questions à venir. Et en fait, tu as toujours les mêmes questions qui remontent. Et donc, c'est les questions que tes leads, c'est les réponses que tes leads veulent avoir. Et donc, le nurturing, on s'est calqué sur ces questions-là pour construire un nurturing complètement aligné avec les vraies demandes de nos leads et pas sur ce que nous, on pourrait penser de ce qu'ils veulent savoir. Ce qui te donne un truc encore plus aligné et des niveaux de conversion encore plus élevés parce que l'expérience est encore meilleure. D'accord, ouais. Donc vous avez vraiment poussé le process de vente. Enfin dire, tu fais à la fois vivre une expérience de vente à ton prospect, Ouais. et puis finalement tu es toujours au contact, c'est-à-dire avec ces mails qui arrivent à différents cycles de vente, avec tes rendez-vous où tu en plus leur envoies des landing pages et un compelling event à la fin. Ouais. Donc on voit que vous avez bossé, ouais. Ouais, et ça part de quoi? Moi, je lis beaucoup les bouquins sur les biais cognitifs. Donc Ouais, j'ai écouté beaucoup Stan Leloup qui redirige vers Cialdini, tu sais, Influence et Persuasion. oui, J'ai lu, pardon, aussi Kahneman, Système 1, Système 2, et tu as un biais qui est le biais de la disponibilité. C'est-à-dire que, en fait, dans ta mémoire, tu vas avoir des infos disponibles. C'est-à-dire que si moi demain, ou toi tout de suite, Alexandre, je te demande quel est le meilleur CRM, tu vas te donner la réponse par rapport aux CRM que tu connais qui sont tout de suite disponibles. Donc tu vas me dire Salesforce, HubSpot, et puis, euh, et puis Pipedrive, en gros. Si demain, tu as MyCRM qui arrive ou CRM.io et que le mec, il te fait une belle présentation et puis il va te parler pendant tous les 2 jours, pendant un mois, finalement, il va se rendre disponible pour ton conscient et inconscient. Donc, dans un mois, quand je vais trop poser la question, Alexandre, mais c'est quoi le meilleur CRM? MyCRM va finalement être dedans parce qu'il va être disponible psychologiquement. Et moi, le but, c'est de faire une expérience déjà qui est intéressante pour mon lead, parce que tout ce que je lui donne, ça a de la pertinence. Et le but, c'est que quand il pense bot, quand il va prendre la décision avec son COMEX, et qu'il y a 3 structures en face, il n'y ait pas de question. Tout ce qui, la première structure qui revient pour lui, c'est Vizir. Parce que Vizir, il sait qui on est, combien on est, comment on fonctionne, comment va fonctionner son projet, comment va fonctionner son projet après le run, quel ROI on propose à nos clients. Il sait tout. Donc Vizir, à côté d'une autre structure, si tu veux, le logo psychologique, il est beaucoup plus gros. Et ça, c'est pour ça que j'ai fait ça. bah, écoute, c'est un bon, on va dire, une bonne phrase clé, se rendre disponible. Et Ouais. tu t'as donné des conseils pour le faire de manière technique, hein, avec des outils, les outils dont tu as cité. Alors, tu as devancé un peu ma question sur le contenu que je pose à la fin. Je ne sais pas si tu veux clôturer la partie process de vente. On arrive à presque 45 minutes là d'entretien. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur ton process, ou on Non, passe aux questions de la fin? après, la suite, c'est le process dans ces process. Si tu veux, j'ai encore plein de trop choses à ajouter sur les process dans ces process, mais ça, pour ça, Alexandre, il faudra me réinviter. D'accord, ok. Bah ouais, non, mais de toute façon, les podcasts, c'est bien parce qu'on est sur des formats longs, mais c'est vrai que bah, chaque épisode, finalement, tu as des sous-sujets qu'on pourrait Ah oui, développer oui, encore plus. Et d'accord. c'est pour ça que la vente, c'est interminable, hein. Tu as toujours de nouvelles choses à découvrir. Ouais.
Écoute, très bien Nicolas, merci pour, toutes ces infos. Il y a beaucoup de choses à mettre en place déjà, dans vos structures, beaucoup de conseils. Si tu veux, on va passer aux dernières questions. Alors tu m'as parlé un peu de contenu, est-ce que tu as d'autres contenus à conseiller aux auditeurs? Donc moi, je conseille podcast, donc le tien, très sincèrement. Je conseille Dans l'arène aussi. Je conseille Marketing Mania, mais en fait, Marketing Mania, il faut revenir sur les précédents, là où il parlait de tout ce qui est biais cognitif. Donc ça, c'était super intéressant. Je conseille aussi un peu moins business, mais moins business précis, moins niche, Do It Yourself, parce que la Ouais, qualité des invités, bah forcément, te donne du feedback sur des personnes qui sont hors du commun. Donc forcément, bah, ouais, toi derrière, tu te remplis. Tu sais, le cerveau humain, c'est un gros algo de machine learning aussi. Donc, tu te remplis de personnes qui sont au-dessus de la mêlée en termes de conscience, parce que plus d'expérience. Et donc, forcément, bah, toi, tu évolues aussi à travers ces personnes. C'est réellement le cas, hein. Moi, j'évolue d'année en année, de jour en jour. Donc, je conseille ces trois-là. Et en bouquin, je conseille Cialdini, Influence et persuasion. Ça, c'est les biais cognitifs pour les nuls, on va appeler ça comme ça, parce que de base, et si vous voulez rentrer dans le détail, c'est Kahneman, système 1, système 2. Et en fait, ces bouquins sont super intéressants parce que si tu fais pas de vente, tu vas les trouver intéressants parce que tu vas comprendre à quel point le cerveau est biaisé. Mais si tu fais de la vente depuis un moment, tu es sûrement devenu bon automatiquement par le feedback parce que tu as un ressenti, tu as beaucoup travaillé, tu sais ce qui fonctionne, fonctionne pas. Et en fait, tu vas te dire, ah, mais ça fonctionne, c'est ce biais cognitif. Ah, ça fonctionne, c'est ce biais cognitif. Et tu vas te rendre compte que tous les processus de vente s'appuie sur un biais cognitif. Et donc, le fond du truc, c'est de comprendre. Et derrière, finalement, ça te rend bien meilleur parce que t'appliques plus, t'appliques, mais tu sais pourquoi t'appliques. Tu sais, c'est comme un process de vente. Quand tu arrives dans une boîte et qu'on te l'impose, si tu sais pas au fond pourquoi tu fais ça, bah, tu sais, tu vas être un peu désordonné, tu vas être moins engagé que si toi, tu l'avais fait. Ou si on t'a bien expliqué pourquoi chaque étape. Et moi, ouais, vas-y, pardon. ou si on t'a expliqué le pourquoi, le fameux why, de ta mission, quoi. Exactement. Moi, si tu veux, de base, mes amis me connaissent. Je suis pas le mec le plus rigoureux du monde. Je suis très créatif, mais pas le mec le plus rigoureux. Et donc, quand on me posait dans des structures où je devais exécuter des process des autres sans qu'on m'explique pourquoi, bah, c'était pas adapté à moi. Par contre, le jour où j'ai un peu évolué, j'ai bien évolué, où j'ai mis en place mes process, je suis devenu le plus grand scientifique de vente que la Terre puisse connaître, tu vois. Parce que c'est mes process et je sais pourquoi je les fais, tu vois. Et donc, bon, je reviens en arrière. Les sciences cognitives, super important parce que tu vas comprendre pourquoi tu fais ça dans la vente et pourquoi tu engages ton client par ça automatiquement. Parce que c'est l'inconscient sur lequel tu joues. Tu sais, quand quelqu'un te dit moi, je ne me serais pas fait avoir par ça, c'est son lui concentré qui ne serait pas fait avoir par ça, mais lui en mode automatique serait fait avoir par ça comme 80% des autres. Ouais, bah là aussi, il y a un épisode sympa dans les héros de la vente sur les neurosciences, l'usage des neurosciences Oui, dans je la l'avais. vente. Donc, je vous invite à l'écouter, ça vous donne de très bonnes pistes là-dessus, quoi. Ouais, ça c'est méga Est-ce important. que, ouais, est-ce que toi, c'est George Divine, pardon, qui a fait l'épisode. Ok. Est-ce que toi, Nicolas, tu as des outils ou des routines qui t'aident au quotidien à être bien, efficace, performant? Est-ce que tu as des choses comme ça Bah ouais. Moi, je suis un robot, moi. Donc, non, moi, c'est super simple. Tu parles des routines. En fait, je vais pas te les refaire, mais donc déjà, moi, je fais du sport tous les jours. J'écoute un podcast tous les jours et je lis 30 minutes tous les jours. Ça, c'est la première chose. Parce que, en fait, il y a 10 ans, la vente, c'était facile. Déjà, les gens n'étaient pas éduqués. Il n'y avait pas de contenu pour aider les personnes à acheter. Donc, c'était assez simple. C'était du feeling. Il fallait être plus agréable que les autres. Il fallait dire à un moment, bon, bah, vas-y, t'achètes, quoi, mettre le coup de pied aux fesses. Ça a complètement changé. Maintenant, c'est de la vente conseil. Maintenant, tu as du contenu partout qui te permet d'être plus fort. Donc, le niveau de jeu est bien plus fort qu'il y a 10 ans. Donc, il faut absolument te mettre à jour là-dessus. Sinon, bah, en fait, il y a un gros piège. T'as des personnes qui étaient bons à une époque, donc qui ont un ego qui a été surdimensionné et qui finalement sont plus du tout à l'ordre du jour. Tu vois, c'est un peu comme un. Ça, c'est le pire de tout. Tu vois, penser que tu es très bon et finalement, tu n'es plus du tout dans le coup. Ça serait comme un joueur de foot, tu sais, quand tu joues le dimanche, qui arrive bien sapé, belles chaussures,
qui a la manière de toucher la balle, mais qui a pas le fond de jeu, qui a pas la bonne manière de jouer. Et finalement, c'est le pire, parce que le mec va prendre des initiatives dans tous les sens, mais vu qu'il n'est pas dans le coup, il dessert l'équipe. Tandis que le mec moyen qui, finalement, fait ce qu'il sait faire, serait beaucoup plus intéressant. Et la vente, c'est pareil. Si tu te mets pas à jour, tu deviens ce mec qui a été bon à une époque et bah, tu penses que tu l'es encore et finalement, bah, t'impactes tout ton business. Parce que, si tu veux, dans ce process que je t'ai donné, si je mets le mauvais mec, et bah, il va pas m'amener le mec au bout, tu vois. Il va pas m'amener le lead au bout. Donc, je pense que c'est super important de s'éduquer en permanence bah, pour être le meilleur. Et puis, qui dit meilleur dit tu prends du plaisir. Et qui dit tu prends du plaisir, tu te lèves avec le sourire, tu rebouffes du contenu, tu refais du sport, tu passes du bon temps. Et donc, finalement, c'est un cercle hyper vertueux. Et l'inverse est aussi très vrai. Hein. Dès que tu rentres dans des cercles pas vertueux, tu peux vite t'écraser. Donc, il faut garder ce cercle vertueux. Ouais, c'est vrai qu'en plus ça évolue tellement vite, que ce soit au niveau des outils, des techniques, des acheteurs que tu peux avoir. Toi, tu démarches les grands groupes, donc en face de toi, tu vas avoir des acheteurs qui sont formés à la négociation, donc tu es obligé à un moment donné de te maintenir à jour. Et l'idée de ça, des podcasts, moi je trouve ça top parce que tu l'écoutes quand tu fais ton sport ou autre chose et tu progresses, quoi. Ouais, donc c'est ça. Et puis après, tu sais, le matin, j'ai 5-6 tâches à exécuter, Ouais. toujours les mêmes, parce que je sais que en fonctionnant toujours de cette manière-là, bah, j'aurai les mêmes niveaux de performance au fil de l'eau. Donc, je vais regarder les leads qui sont rentrés, je vais regarder si j'ai bien envoyé mon mail avant le rendez-vous, si j'ai bien envoyé mon mail après le rendez-vous, si j'ai bien fait évoluer mon pipe comme il se doit, etc., etc. Donc, j'ai tout un tas de routines en fait, qui me sécurise psychologiquement parce que tu vois, dans la vente, c'est les montagnes russes. Il y a des moments où ça va marcher, pas marcher, mais si tu fais tes trucs un peu à l'arrache, le jour où ça marche plus, tu sais pas sur quoi te raccrocher. Tandis que si tu es carré de chez carré, le jour où ça marche plus, bah, tu sais que ton process il marche. Donc, c'est comme au foot. Putain, je te prends la métaphore du foot à chaque fois. J'espère que tu es footeux, que ton audience est footeux, mais tu sais, tu perds 2-0. Tu as les teams qui vont lâcher et qui vont exploser. Genre Allemagne-Brésil, tu finis par en prendre 6. Ou tu as les mecs qui perdent 2-0 et qui vont continuer à jouer de la même manière que d'habitude parce que ça fonctionne et qui vont revenir. Bah, la vente, c'est pareil. Tu perds, tu as un process qui fonctionne. Bon, tu n'as pas signé là, c'est pas grave. Tu continues ton process. Ton process, si tu continues à l'exécuter avec les dents, il va te rapporter le résultat. Il y a évidemment des périodes qui vont faire que tu signes moins, etc. Mais ça va revenir en boule de neige. Donc, tu as un process carré, il t'exécute. Et cette base-là te rassure, si tu veux. Ouais, c'est pour ça que, effectivement, un podcast comme tu l'as fait où tu montres ton process de vente alors qu'il fonctionne, alors ce sera peut-être différent en fonction de vos outils, votre produit, votre cycle de vente, etc. Bien sûr. Mais c'est bien d'avoir une base d'un process, même quelque chose qui peut être simple, hein, mais de l'avoir et de le suivre pour être régulier. Et c'est ça qui va t'aider à être performant. Exactement. Et ça va être ta base d'itération, si tu veux. C'est ton Ouais, niveau zéro ne devient plus. C'est plus ton niveau zéro quand tu l'as fait évoluer. Donc, ton niveau 1 devient ton niveau zéro et c'est ta base. Et c'est sur cette base que tu fais évoluer ton process. Donc, ta conversion il y a 6 mois sera forcément moindre que celle 6 mois après parce que quand tu améliores quelque chose, tu l'améliores sur une base simple et tu sais ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Donc, c'est hyper important. ouais, très bien. Est-ce que on va arriver aux deux dernières questions pour finir le podcast. Est-ce que tu as une vente dans ta carrière qui t'a marqué, qui t'a appris quelque chose? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça t'a appris? T'es pas obligé de rentrer dans le détail de la vente, hein. Ce Ouais, qui est intéressant, c'est plutôt l'apprentissage. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça à ouais. l'esprit? Non, oui et non. Avant de ce podcast, quand j'ai montré le programme à mes collègues, ils m'ont dit: «Tu parles d'une vente visière, Nico», et c'est la seule chose qu'ils ont dit. OK. Finalement, je peux parler de vente visière, je peux parler d'autres ventes, mais moi, les ventes que j'apprécie, c'est pas vraiment des ventes en particulier, mais c'est des styles de vente. C'est le lead arrive en face de toi, il a la flemme, il a posé le rendez-vous il y a une semaine, il le fait parce que il est engagé, il est réglo, mais il dit limite d'aller vite. Et au final, 3 mois après, un mois après, en fonction de ton cycle, tu le signes. Tu le signes parce que bah, ton process était bien et que ça tient à toi. Deuxième type de vente que j'aime bien, c'est les ventes où tu as tenu le lead, enfin, tu t'es accroché pendant
plusieurs mois, plusieurs années, et tu as fini par signer le deal. Donc j'en ai 2-3 comme ça. Chez Vizir, j'ai Cision, qui a été une vente où finalement au début, c'était pas du tout le sujet de la personne en face, et ça a fini par se signer parce que le produit aidait beaucoup la structure. J'ai eu une autre structure qui a été Dauphine Université. Ça a été top parce que ça a été, tu sais, un vrai jeu vidéo. C'est-à-dire que j'ai dû monter d'étape en étape, de présentation en présentation pour Ouais. finir par avoir le deal. Et ça a duré pas mal de temps et donc il a fallu s'accrocher. Et dans ma boîte précédente, j'ai eu Petit Futé où ça a duré 1 an et demi. J'ai pas lâché pendant 1 an et demi et j'ai fini par avoir mon deal. Et ça, quand tu le signes, c'est magnifique parce que tu sais, dans la vie, les choses ont de l'importance quand on a bavé pour les avoir. Si chez Vizir ou si chez une autre boîte, quand une vente est facile, elle n'a pas de valeur. Enfin, elle a de la valeur pécuniaire, mais elle n'a pas de la valeur psychologique. Donc, ce type de vente, c'est ça que j'apprécie le plus, moi. Mais j'en ai plein, hein. J'en ai plein en stock, mais c'est ce type de vente que je voulais. Donc là, l'apprentissage, ce serait de ne pas lâcher. Pas Simple et efficace. lâcher, yes, jamais lâcher. Bah oui, parce que qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et un autre mec? Il va y avoir le fait que tu parles mieux, que tu t'exprimes un peu mieux, que tu sois un peu plus rigoureux et que tu lâches pas. Donc, si tu veux, le mec qui a pas fait tout ça, lui, ça va être le mec qui fonctionne pas trop, mais il sait pas pourquoi, mais c'est plein de petits détails. Et le mec qui fait x2 par rapport aux autres, c'est le mec qui a prêté attention à tous ces petits détails. C'est juste ça. Le foot, le tennis, les meilleurs, c'est tu regardes le premier mondial ou le 100e mondial, il n'y a pas de grande différence comme ça pendant 1 heure. Mais c'est les petits détails. Et donc je dis ça, lâche pas les petits détails, c'est ça qui va te faire le meilleur. Ouais, c'est les petits détails, c'est l'entraînement, c'est la Oui, discipline. T'as beaucoup de parallèles bien que sûr, tu bien peux sûr. faire dans le sport. D'ailleurs, je vais inviter prochainement Ouais. quelqu'un que je connais très bien qui était dans le sport, parce que j'ai travaillé dans le sport également, donc je connais des sportifs, des coachs, etc. Donc je prévois un épisode pour faire ce parallèle entre le sport et la vente. J'ai le bon candidat. Yes, bah écoute, je trouve que la vente et le sport, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas le côté physique, quoi. Mais c'est les mêmes principes. Ouais, t'as le côté un peu mental, quoi. Ah, le mental, c'est la même chose. C'est la même chose, faut s'accrocher, tu chutes, faut continuer, faut s'accrocher. Tu as des montagnes russes, des méga coups d'euphorie, des méga coups de déception. Le lendemain, ça redémarre, c'est la même chose. Sauf qu'il n'y a pas le côté physique. Ok, très bien. Bah, écoute, on va finir le podcast avec la dernière question. Est-ce que si tu pouvais inviter quelqu'un sur les héros de la vente, tu inviterais qui? Écoute, je vais te donner une personne qui s'appelle Adrien Gravet, qui dirige une boîte qui s'appelle DNA Agency. Si je me trompe, c'est DND Agency, un des deux. Si je me trompe, il m'en voudra. Et en fait, lui a fait aussi une grosse croissance, donc fois plusieurs chiffres cette année. Et lui fait tout son business, tout son lead rentre sur de la recommandation. Et il a une manière de faire qui est un peu forcément différente de ce qu'on connaît. Et bah, écoute, je te tease, je te donne envie de le contacter, mais c'est très intelligent, c'est de la reco de manière différente. Et bah, qui dit reco dit des niveaux de conversion qui sont monstrueux en lead to deal. Donc, je te laisse le contacter et je pense que ça va être super intéressant pour tout le monde parce que ça l'a été pour moi aussi. Ok, bah écoute, je vais lui proposer de passer sur ce podcast. En tout cas, Nicolas, bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. On est arrivé à l'heure du podcast. Donc, je t'avais dit que je te libérais vers midi. On a un peu dépassé, mais Ah, ok. bon, on n'est pas loin. Écoute, bonne fin d'année puisqu'on enregistre cet épisode en décembre. Alors, il sera sans doute publié début 2021. Donc, désolé pour l'anachronisme. Merci. On peut te joindre sur LinkedIn, j'imagine, Nicolas, si on a des questions. LinkedIn, oui, LinkedIn, mail, je suis super ouvert à partager. Ok, bah écoute, merci encore et puis à très bientôt du coup. Merci Alexandre et merci à Marc pour la mise en relation. Marc Richard. Salut. Ouais, merci Marc. Allez, salut Nicolas. Salut, ciao Alexandre. Voilà, l'épisode est fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez consulter le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcasts ou si vous voulez passer dans le podcast pour parler de la vente.